et Belianesh pour leur modération et leur invitation, et tout le board de l'Association marocaine d'urologie, tous nos confrères urologues marocains qui sont présents ce soir pour ce partage. Encore un grand merci pour votre amitié. Alors, mes conflits d'intérêts, je pense que c'est important de commencer aussi comme ça. Je travaille depuis à peu près 6 mois, avec le groupe Stores, vous savez, qui commercialise du matériel, notamment pour l'énucléation. Et donc, j'ai commencé un travail de formation avec eux, des urologues. Ça fait à peu près 2 ans que j'utilise leur matériel. J'utilisais du matériel Olympus auparavant. J'ai réalisé à peu près là, une centaine de cas, et dont une cinquantaine avec la nouvelle lance que je vais vous présenter. Alors, si on fait un petit point d'actualité, je pense que c'est votre cas actuellement au Maroc. On est, lorsqu'on prend en charge d'un point de vue chirurgical une hypertrophie de prostate, face à un raisonnement qui est un peu binaire, où on se dit en fonction du volume de la prostate, tiens, je vais plutôt, si c'est une grosse prostate, faire une adénomectomie, ou si elle est plus petite, plutôt faire une résection, qu'elle soit mono-bipolaire en fonction de votre équipement. Alors, on peut se dire finalement, pourquoi est-ce qu'on fait cette conférence ce soir? Pourquoi changer nos habitudes? Alors, ce qui va motiver ce changement et cette interaction de ce soir, ça va être de diminuer tout d'abord les complications, hein, qu'elles soient au niveau de la paroi quand vous faites une voix haute, thromboembolique, les infections, les caillottages. Essayer de diminuer la durée de sondage, hein, là c'est une remarque surtout par rapport à la dénomectomie. Diminuer la durée de séjour, bien sûr. Et je pense que ça serait étudié en fonction de votre système de santé, probablement diminuer les coûts aussi, parce que si vous réduisez et que vous hospitalisez simplement les patients pendant 24 heures, il y aura forcément un impact, hein, que ce soit de l'infirmière, de la soignante ou du matériel sollicité. Vous allez diminuer aussi les coûts de santé dans vos centres. L'autre point dont on a parlé, c'est en utilisant l'énergie bipolaire, vous allez utiliser du sérum physiologique et donc essayer de ne plus employer le glycocol. Et nous en avons parlé il y a 2 jours donc, avec vous, hein, du risque de pénurie de glycocol au Maroc. Et effectivement, c'est peut-être un carrefour, comme vous l'avez dit, hein, un moment où on va se poser la question de savoir si ce n'est pas le moment de prendre le virage effectivement du bipolaire, si vous en avez la possibilité. Donc effectivement, cette décision qui est un petit peu binaire que l'on a vue juste avant, elle est en train de complètement évoluer à l'heure actuelle. Et vous savez peut-être qu'on a changé actuellement la dénomination pour l'énucléation. On parle maintenant d'AEP, hein, Anatomical Enucleation of Prostate, qui regroupe en fait toutes les techniques d'énucléation de l'adénome de prostate. C'est de ça dont on va parler ce soir en fait. Alors, si vous changez vos habitudes, que vous commencez à vous mettre à l'énucléation, forcément, au départ, il va y avoir un investissement. Il faut l'accepter. Hein, vous allez changer vos habitudes, vous allez devoir apprendre une nouvelle technique, vous allez augmenter vos durées opératoires, et c'est vrai qu'au départ, ce n'est pas très agréable, vous allez augmenter votre morbidité, les durées de séjour, il va falloir former vos équipes, donc ça va être un gros investissement pour tous, et aussi acquérir du matériel si jamais vous ne l'avez pas. Et on va parler tout à l'heure également du morcellateur, hein, qui est effectivement le gros investissement, à mon sens, de cette technique d'énucléation. Donc, ce que l'on sait pour cette technique d'énucléation et particulièrement pour le bipolaire, c'est qu'il y a une courbe d'apprentissage. Vous voyez cette étude qui a été sortie donc dans une revue par des Japonais, hein, qui ont quand même une grosse expérience de cette technique d'énucléation bipolaire. On estime, hein, que pour toutes les techniques d'énucléation, on est sur à peu près 40 voire plutôt 50 cas en fait, avant d'être vraiment à l'aise. Donc cette courbe, c'est une courbe qui rapporte donc, en ordonnée l'énucléation, donc c'est en grammes par minute, et donc en abscisse, donc le nombre de cas réalisés. Donc, ça montre bien en fait l'investissement qu'il faut faire pour commencer à être à l'aise avec cette technique. D'où, à mon sens, l'intérêt d'une formation et l'intérêt du proctoring, hein, pour être effectivement accompagné si vous en avez la possibilité. On l'a dit tout à l'heure, pour l'AEP, hein, Anatomical Enucleation of Prostate, donc c'est la nouvelle dénomination à présent, il y a 3 techniques possibles. Vous avez le OLEP, donc qui emploie des énergies laser, il y en a plusieurs qui existent. Leur problème, c'est vraiment le coût, hein, de la machine. Le GreenLEP, pareil, hein, c'est une technique donc, avec du laser où vous employez la fibre du green light pour faire une nucléation, donc latéralement pour aller nucléer la prostate. Hein, donc là aussi, il y a un problème de coût aussi bien pour la machine que pour la fibre qui est assez cher. Et vous avez la possibilité de faire cette technique aussi de façon bipolaire. C'est ce dont on va parler ce soir. Vous allez voir que c'est intéressant à plusieurs titres.
En comparaison de la courbe qu'on vient de voir avant sur l'énucléation bipolaire, vous avez une courbe là d'un travail qui a été réalisé sur la courbe d'apprentissage du GreenLEP et du WOLEP. On voit qu'on est sur des courbes d'apprentissage qui sont également d'à peu près 40-50 cas pour commencer à être à l'aise avec ces techniques. Donc on parlera tout à l'heure aussi un petit peu des trucs et astuces pour arriver à passer plus facilement le cap de ces 40 à 50 cas. Alors, pourquoi le choix du BIPOLEP? On a commencé un petit peu à ouvrir ce dossier-là. Tout d'abord parce que c'est possible de le faire sans morcellateur. Tout simplement, moi j'ai commencé comme ça. Il y a 4 ans, j'étais encore dans un centre où on essayait de motiver le directeur à nous acheter un morcellateur, il ne voulait pas. J'étais un peu frustré de ne pas pouvoir faire cette technique. Je trouvais que c'était en congrès tout à fait satisfaisant. Et bien, j'ai commencé à amorcer les plans d'énucléation, on en parlera tout à l'heure. Et comme je n'avais pas de morcellateur, mais à la fin, je laissais juste pendouiller un petit peu l'adénome au niveau du col de la vessie. Et j'ai fait la morcellation comme j'ai pu, c'est-à-dire que j'ai réséqué en fait l'adénome pour pouvoir après le retirer. Et finalement, comme il est dévascularisé, ça va relativement vite. Donc, ça peut être une bonne façon, je trouve, de commencer à faire ce geste avant d'avoir un morcellateur. Deuxième point important, c'est souvent du matériel que vous avez déjà. Vous avez déjà des résecteurs, souvent peut-être du bipolaire. Donc finalement, vous pourriez commencer à faire ce geste. C'est un matériel dont vous avez l'habitude aussi. Le troisième point qui est intéressant et pour moi qui est le majeur pour cette technique, c'est que c'est une technique qui est polyvalente. Avec ce matériel, vous pouvez réséquer, vous pouvez énucléer, vous pouvez faire de la vaporésection, vous pouvez faire de la coagulation, et même plus facilement, je trouve plus efficace qu'avec du laser. Donc vous êtes en sécurité, vous êtes polyvalent. Vous avez toujours une solution de secours, donc c'est un gage de sécurité aussi bien pour vous que pour votre patient. Et dernier point qui me paraît intéressant, c'est beaucoup moins cher que le laser. Nous, par exemple, en France, le lance de type soit réutilisable, soit à usage unique. C'est un investissement, nous est facturé, nous, en France, à peu près 300 €, je pense. Mais après, tout le reste, c'est du matériel qui est restérilisable. Donc, il n'y a que le morcellateur à acquérir en parallèle. Alors, le bipolep, ça vous parle peut-être pas. Donc, je vais commencer déjà par vous présenter un petit peu le matériel. Et après, on va focaliser davantage sur la technique d'énucléation, qui est commune aux différentes techniques. Et on va essayer de voir un petit peu les spécificités du bipolep. Alors, tout d'abord, le matériel. Bipolep, pourquoi ce nom en fait? Parce que ça utilise le bipo de l'énergie bipolaire. Donc, vous allez avoir un générateur qui va être bipolaire. Vous allez utiliser du sérum physiologique. Et en fait, par l'action de l'énergie bipolaire, vous allez créer un courant plasma. Et c'est en fait ce courant plasma qui va servir donc à faire l'énergie. L'anse va devenir de couleur incandescente, et ça, c'est l'énergie plasma en fait. Le LEP, ça vient du OLEP. En fait, ça consiste à cette technique d'énucléation dans un plan anatomique. Et à la fin, effectivement, une fois que vous avez énucléé, à faire la morcellation. Alors, le bipolaire, finalement, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Pourquoi est-ce que maintenant, on se met à en parler? C'est parce que le père, on va dire, de cette technique, qui s'appelle Thomas Hermann, qui est un Allemand, a mis au point cette anse. Vous voyez, elle a une forme un petit peu de doigt, d'onglet, et c'est cette anse qui va vous permettre en fait de recréer cette technique que vous connaissez bien d'adénomectomie. On va essayer de la faire, au lieu de la faire en chirurgie ouverte, on va essayer de la faire de manière endoscopique. Il faut vraiment avoir ça à l'esprit. On va toucher, on va sentir avec cette anse, puisqu'on peut palper, ce qu'on ne peut pas faire au laser en fait. Et ça va permettre de vraiment sentir les plans et décoller les plans de façon anatomique. Donc voilà un petit peu cette anse en action à l'intérieur par vue endoscopique. Vous voyez sur la deuxième image, on peut vraiment glisser cette anse comme une spatule pour aller décoller, parfois même sans énergie, et être vraiment dans le plan anatomique. Donc j'ai mis cette troisième image qui reprend vraiment cette image de la dénomectomie par voie haute, où vraiment l'idée c'est de passer dans le plan avec cette anse comme un doigt en fait. Alors, ce qui est intéressant, on l'a dit tout à l'heure avec le bipolep, c'est ça, c'est que vous pouvez faire de l'énucléation. Vous voyez donc cette spatule qui est en train de progresser dans le plan d'énucléation. Donc on voit bien le geste de spatule qui avance, qui recule. À ce titre, on peut utiliser deux types de poignées, soit une poignée active, soit une poignée passive, pour produire ce geste en fait, d'avancer de spatule qui va servir à décoller, créer le plan. Deuxièmement, quand vous avez un saignement, c'est beaucoup plus facile que le laser. Vous appliquez cette électrode sur la zone qui saigne, et vous avez donc en énergie bipolaire la deuxième pédale de coagulation, et une très bonne efficacité parce que vous avez un contact de surface qui est assez large, et vraiment la coagulation est très très facile avec cette technique. Et troisième point, vous pouvez faire aussi de la vaporésection, c'est-à-dire que vous laissez la pédale de section appuyée,
et vous pouvez tout à fait aller vaporiser le tissu. Vous pouvez aussi changer d'anse, c'est-à-dire que vous pouvez passer une anse de résection classique, une anse droite pour inciser, et il y a cette polyvalence du geste. Alors, par rapport aux autres techniques, il y a plusieurs avantages aussi, c'est intéressant, parce que ça, c'est un côté un petit peu pratique. Le bipolep, c'est extrêmement silencieux, parce que le bistouri électrique, vous le connaissez, vous appuyez sur la pédale, vous réglez le son, mais par rapport à un générateur OLEP ou GreenLEP, qui produit, j'ai rapporté cette étude, environ 67 décibels, ça fait une grosse différence en termes de qualité de travail pour tout le monde, aussi bien l'anesthésiste, le chirurgien, parce que si vous faites une journée, vous en faites 3 ou 4, je vous promets qu'en fin de journée, ce ne sera pas du tout pareil. Le matériel pour le bipolep est moins encombrant, puisque vous n'avez pas le générateur laser. Vous voyez là mon installation pour réaliser l'intervention. Vous avez juste la table habituelle. Sur les côtés, vous avez la colonne avec le générateur qui est dessus. Et de l'autre côté, on a le morcellateur qui est commun au OLEP. Donc on gagne quand même de la place. Et ça, c'est intéressant. La polyvalence, on en a parlé. Vous pouvez tout à fait, pendant l'intervention, changer d'anse. Vous pouvez prendre un loop, vous pouvez prendre l'anse droite, vous pouvez passer avec l'onglet. Et ça, c'est très intéressant au départ, quand on hésite un petit peu, quand on se dit, bon, là, je me suis perdu, je vais repasser en résection classique. C'est très facile, on change d'anse tout de suite. Le coût, on en a parlé, il faudra voir effectivement chez vous comment est-ce que ça vous est facturé. Point intéressant, l'énergie plasma, elle a une diffusion en profondeur qui est assez limitée, qui a été mesurée dans les études à environ 3 mm de profondeur. Je vous rappelle, par exemple, le green light, ça avait été testé et c'est environ 1 cm. Donc, il faut imaginer que quand vous faites votre énucléation, vous avez aussi autour, pas très loin derrière, finalement, derrière la prostate, le nerf érecteur, et vous pouvez tout à fait avoir une coagulation en profondeur, jusqu'à 1 cm. Donc, c'est important, avec ces techniques, où vraiment vous limitez en fait, l'énergie délivrée en profondeur. Il avait été montré, notamment sur le green light, qu'il y avait des dysfonctions érectiles induites par ce geste. Les inconvénients, il faut s'y faire un petit peu. Quand vous mettez l'anse de bipolep, vous avez cet onglet qui est là en plein milieu de l'écran. Il faut un petit temps d'adaptation au départ pour arriver à se repérer avec cette petite amputation du champ visuel. On l'apprend assez vite, ça, sincèrement, en quelques gestes à peine, on s'adapte vraiment à ça. Deuxième chose, c'est la présence d'une barre de retour de courant. Si vous voyez les photos sur la droite avec les 3 anses, vous avez donc le loop classique quand vous prenez un anse de résection et une barre qui est sur le dessus. Pareil, c'est un coup à prendre au départ. L'optique passe quand même relativement bien. Moi, j'utilise un optique à 30 degrés et finalement, au bout d'un moment, vous ne le voyez plus du tout. Si vous prenez un optique droit, vous risquez d'avoir une petite barre effectivement en haut. Pareil, c'est un environnement il faut s'habituer et on s'y fait quand même assez vite. Alors là, je vous ai présenté le matériel. On va passer maintenant sur la technique de dénucléation. Le premier mot qui est important pour moi, pour ce partage ce soir, c'est vraiment d'oser. Oser commencer. Pourquoi? Parce que vous faites tous des résections, parce que vous pouvez tout à fait commencer à faire un petit peu le geste qu'on va voir avec vos résections, et puis continuer de façon classique. Ce qui fait que vous pouvez passer étape à étape pour commencer à faire de l'énucléation dès demain dans votre bloc opératoire avec votre matériel. À mon sens, c'est important au départ de ne pas être trop ambitieux. Essayez de vous fixer des prostates situées entre 40 et 60 grammes. Si vous faites trop gros, vous allez vous perdre, vous allez vous faire peur et vous allez arrêter. Donc essayez plutôt de limiter la taille. Pas trop petit, pourquoi? Parce que souvent ce sont des prostates qui sont un peu fibreuses. On a du mal à trouver les plans. Et vous savez que l'énucléation sur les prostates inférieures à 40 grammes, ce n'est pas forcément évident. Donc essayez plutôt d'avoir cette gamme de prostates entre 40 et 60 grammes. Je pense que c'est les plus faciles au départ pour commencer. Troisième point, vous savez que quand on est nucléé, on va s'attaquer donc à ces lobes prostatiques, soit 2 lobes, soit 3 lobes s'il y a un lobe médian. Et il y a plusieurs techniques qui existent où vous pouvez soit énucléer les lobes un par un. On commence en général par le lobe médian, puis après on attaque soit à droite, soit à gauche. Il y a aussi des techniques que vous pouvez faire en 2 lobes, c'est-à-dire par exemple le lobe médian et le lobe gauche, et après on fait séparément le lobe droit, ou en du monobloc, c'est-à-dire qu'on va complètement énucléer en un seul morceau. L'avantage du monobloc, on va en parler un petit peu plus tard, c'est que vous allez beaucoup plus vite. C'est-à-dire que vous n'avez pas à couper les lobes entre eux et vous allez directement faire le tour pour pouvoir énucléer. Par contre, effectivement, je pense que ça demande une expérience avant de commencer ce genre de technique. Donc moi, je vous conseille vivement de commencer plutôt en 3 blocs parce qu'on sait où on est. On peut toujours rattraper en résection. En monobloc, il ne faut pas se perdre.
parce qu'on peut avoir du mal à retrouver le trajet dans l'urètre pour justement refaire une résection classique. Donc voilà, le mot d'ordre, c'est oser, mais attention, pas trop vite, hein. Rappelez-vous, la learning curve, c'est à peu près 40 à 50 cas. Donc voilà, de façon imagée, un peu comment ça se passe, hein. Là, sur ce dessin, vous avez une technique donc, là, en deux blocs, hein, on ne voit pas de lobe médian. Voilà un petit peu comment ça se passe, on fait le tour, et on va donc pousser après le lobe énucléé dans la vessie. Alors, j'ai prévu, on en avait parlé, de vous montrer une vidéo pour qu'on voit en pratique un peu comment ça se passe. Je vais vous montrer une vidéo qui m'a été confiée par Storz. On va voir Thomas Herman, donc, qui est l'inventeur, on va dire, de cette lance spéciale à l'œuvre, hein. C'est une vidéo qui a été tournée lors d'un congrès. Et ce qui est intéressant, c'est que cette vidéo, on va voir d'une part ses mains en train d'opérer et également la vue endoscopique, hein. Donc on va, si vous voulez, pouvoir discuter, commenter ensemble, commencer à échanger si vous voulez pendant cette vidéo. Elle dure à peu près 11 minutes. Donc c'est un patient qui a 70 ans, une prostate qui a 80 cm3. Patient qui était gêné, on voit son score IPRCS à 23. Il est sous aspirine. Thomas Herman utilise une technique, bon, il est allemand, hein, donc il est un peu, vous savez, un peu formaté, et en 15 ou 16 étapes. Moi, je trouve ça un petit peu long, on va les résumer tout à l'heure. Je pense qu'en 6 étapes, on a fait l'énucléation, en fait. Mais on va suivre sa vidéo, je trouve qu'elle est intéressante. Donc, il commence par une cystoscopie classique. C'est très important, à mon sens, hein, toujours, hein, de repérer les méas, notamment quand on fait l'énucléation, parce qu'on finit toujours assez proche. La première chose, ça va être, à mon sens, de repérer. Je vais mettre une petite pause sur la vidéo, si je peux. Hop, je reviens un tout petit peu en arrière. La première chose qui est importante, à mon sens, c'est de marquer au départ vos repères, pour ne pas aller trop bas. J'ai pour habitude de faire un V inversé au niveau du verruc montanum, et après de simplement me déplacer par le haut pour marquer la partie inférieure en fait, des lobes. Le but, c'est vraiment de ne pas descendre plus bas, hein, pour ne pas avoir de lésion de sphincter. On en parlera au départ, c'est le risque principal. Hein, donc c'est important, à mon sens, de prendre ce temps de faire la coagulation pour pouvoir toujours se repérer par la suite. Voilà, donc on voit son installation et on voit ses mains là, en train d'opérer, là, une caméra pendulaire. Donc première étape, au-dessus du verruc montanum, on va commencer à coaguler et aller chercher le plan. Donc on va vraiment en profondeur. Donc là, il utilise de la coagulation et de la vaporésection pour faire ça, jusqu'à ce qu'il trouve le plan de la capsule, en fait. Donc au départ, il faut y aller assez franchement. Hein, tout là, c'est une prostate qui fait à peu près 80 cm3. Donc on voit, hein, on peut faire la vaporésection, la coagulation en même temps. Et on va se déplacer sur les côtés pour faire une sorte de V, hein, pour commencer à amorcer un petit peu. Voilà un petit peu l'aspect. Moi, j'attaque souvent un petit peu plus bas que ça. Lui, il attaque un petit peu plus haut, hein, pour préserver le sphincter. Moi, ça ne me dérange pas d'aller un petit peu plus bas que ça. Donc ça, c'est pour faire la coagulation, hein, sur la partie inférieure et commencer à amorcer l'énucléation. Voilà, on voit très bien le verruc montanum. Deuxième temps, ça va être de commencer à amorcer l'énucléation. Donc on commence par les lobes de façon latérale. Très important, ce que vous voyez, c'est le geste où il va pousser son endoscope sur le côté. Le but du jeu, ça va être de mettre le nez de votre endoscope dans ce plan que vous venez de créer et de pousser l'endoscope sur le côté. Et en fait, simplement la gaine, en se déplaçant, va créer le début de l'énucléation. C'est assez étonnant. Ça, vous pouvez vraiment le faire dès demain en fait, avec votre résection. Vous voyez, simplement déplacement endoscope, hop, tout le lobe inférieur, tout l'apex est complètement énucléé déjà. Imaginez quand vous faites une adénoectomie au doigt, hein, vous passez le doigt, vous commencez par ça, hein, peut-être par libérer l'apex. C'est exactement le même mouvement. En un mouvement d'endoscope, vos deux apex sont libérés. C'est hyper facile, ça prend 2 secondes. Une fois que c'est fait, vous allez passer à une étape où vous allez libérer les faces latérales. Donc, comme votre lobe est amorcé, finalement, il n'y a plus qu'à glisser tout le long de façon circonférentielle. Et c'est là que cette anse est très intéressante parce que, comme une spatule, on va aller suivre le plan de la capsule. Alors, dans la réalité des choses, il y a toujours des petits vaisseaux, hein, qui passent vers l'adénome. Donc, le but du jeu, ça va être de les coaguler au fur et à mesure pour toujours garder une bonne vision. Et vous allez faire ça, donc l'étape 5, on fait tout le tour sur le côté latéral jusqu'à la partie antérieure, en fait. Donc on y va très progressivement, on part du bas de l'apex et on va remonter latéralement, hein, tout le long de bas en haut de la prostate.
Donc là, il commence, maintenant qu'il a fait la partie latérale, à libérer la partie apicale. C'est une des parties effectivement aussi difficiles, hein, c'est-à-dire qu'il va falloir arriver à libérer l'apex sur sa partie antérieure en créant un plan. Et une fois que vous l'avez créé, on va libérer le lobe complètement, on finit donc par la partie intérieure pour le décrocher. On voit bien le plan là qui est bien créé. Sur cette partie la plus haute, en fait, c'est une partie qui est souvent assez fibreuse, donc il ne faut pas hésiter à employer en fait, la section, hein, la vaporisation, pour arriver à bien libérer sur la partie antérieure. Vous voyez là, il utilise beaucoup plus d'énergie, alors que sur le côté, quand on passe latéralement, on glisse beaucoup plus finalement avec un petit peu de touche de coax de temps en temps pour libérer les vaisseaux. La partie antérieure, vraiment, va faire beaucoup d'énergie. Voilà, donc il finit là de libérer complètement. On voit qu'il y a encore un petit peu de muqueuse qui est accrochée. Donc il finit de sectionner cette partie qui est assez fibreuse. Et je pense que là, il va bientôt après décrocher le lobe complètement pour l'envoyer dans la vessie. Voilà, donc on voit la partie au niveau du col, hein, qui est beaucoup plus fibreuse, bien sûr. Donc vous voyez cette facilité, hein, on peut effectivement sectionner, vaporiser, coaguler. C'est vraiment une aisance qu'on n'avait pas du tout au laser OLEP. Hein, c'est-à-dire qu'au laser OLEP, vous faites de l'énergie pour créer le plan, et si ça se met à saigner, ben, c'est un peu plus difficile à gérer quand même. Et vous ne pouvez pas toucher en fait, les tissus, vous ne pouvez pas passer la spatule pour sentir comme un doigt à l'intérieur. C'est ça qui est intéressant. Voilà, donc ce lobe est quasiment complètement libéré. Hein, donc regardez bien les doigts. Hein, petit mouvement, ça on en reparlera tout à l'heure. Il ne faut pas faire des mouvements trop forts, sinon le risque, en fait, c'est après d'induire des lésions du sphincter. On en parlera tout à l'heure. Ça fait partie des erreurs du début, je pense. Voilà, donc là, il finit de libérer son lobe maintenant au niveau, pour le séparer de la partie médiane. Voilà, donc là, il a complètement décroché et il va le luxer. Je vous avoue, je fais peut-être un petit peu plus simplement, c'est-à-dire que je commence comme lui, hein, en faisant l'APEC, je glisse latéralement pour libérer toute la convexité. Hein. Je finis de libérer la partie antérieure. En général, ça suffit, hein, je le pose dans la vessie, lui fait un petit peu plus d'étapes. Vous me dites, hein, messieurs les modérateurs, si vous voulez que j'avance un petit peu ou si vous voulez profiter de la vidéo pleinement. Allez-y, hein, allez-y. Ouais. Ça sera la seule vidéo en fait. Hein, donc, alors, Thomas Herman, là, vous voyez, cette vidéo, il utilise quand même beaucoup d'énergie. Moi, j'ai tendance à être quand même beaucoup plus anatomique, c'est-à-dire à essayer de passer vraiment, essayer de trouver les plans en fait, en essayant d'utiliser le moins d'énergie possible, hein, pour arriver à nucléer en fait. Hein, donc, lui, il utilise quand même pas mal d'énergie sur cette vidéo. Donc là, voilà, son lobe gauche a été nucléé. Hein, il va passer au lobe droit. Donc, même geste, vous voyez au niveau de l'apex, il donne un mouvement en fait latéral au niveau du verru montanum. Et simplement avec un mouvement latéral, en fait, vous allez complètement créer la nucléation au niveau de l'apex. Ça va vous libérer la partie basse du lobe. Et après, il ne vous reste plus qu'à glisser latéralement, hein, sur la convexité pour faire tout le tour de l'apex jusqu'à la base de la prostate. Comme ça, par la suite, le lobe tiendra juste sur la partie antérieure, hein, et sur la muqueuse au niveau de l'apex. Donc on voit bien ce plan, hein, vous voyez, à la partie externe, hein, quand on est bien dans le plan de la capsule, on a ce tissu qui a une couleur qui est un petit peu blanchâtre, hein, donc on sait qu'on est dans le plan effectivement proche de la capsule. Et l'adénome, quand il commence à être énucléé, a un côté qui est un petit peu blanc, un petit peu cotonneux, hein, parce qu'il se dévascularise en fait au fur et à mesure. Donc ça veut dire que là, on est vraiment dans le bon plan.
Donc, quand il a fini d'énucléer la partie latérale, il ne reste plus que la partie antérieure donc, et donc cette attache muqueuse au niveau de l'apex. Hein, donc ça, c'est un ton qui n'est pas forcément évident au départ. Si vous descendez trop bas, là, vous risquez d'avoir une lésion du sphincter. Il faut inciser un petit peu les distances, en fait, entre, on voit assez bien ce qui a amorcé, entre le lobe qui pend dans le niveau de l'urètre et la partie murale en haut. Hein, inciser un petit peu entre les deux. Voilà, donc il y a sur la ligne technique une d'énucléer son lobe droit. Il va luxer donc ces deux lobes dans la vessie. On voit très bien sur ces images hein, les plans, effectivement, et l'aspect que ça peut avoir en énucléation. Voilà, les petites touches de coagulation en fin de geste. Il finit de décrocher son lobe. Donc c'est intéressant sur cette zone-là, hein, qui est toujours un petit peu fibreuse au niveau du col de la vessie. Vous pouvez faire de la vaporésection et c'est assez sympathique pour arriver à décrocher le lobe. Voilà. Donc les deux lobes sont complètement énucléés. On fait toujours un petit tour pour vérifier la coagulation. Hein. Donc là, c'est assez facile. Vous imaginez, vous mettez juste votre électrode au contre et vous faites de la coagulation. Quand vous êtes en laser au LEP ou green LEP, ben, il faut arriver à prendre un peu de distance, à viser juste. C'est quand même un peu moins performant. Hein, vous voyez là, il fait tout le tour, tout est bien coagulé. Et c'est très important, avant de commencer la morcellation, que votre coagulation soit vraiment parfaite. Il ne s'agit pas d'avoir le moins de problèmes de vision pendant la morcellation. Donc vous voyez, il a changé de matériel. On avait un résécteur, là il est passé maintenant c'est un néphroscope en fait, hein, avec un canal opérateur central qui permet de glisser le morcellateur à l'intérieur. Hein, donc il y a une manœuvre où on change effectivement, on garde la gaine externe mais on change de matériel, on passe du résécteur au néphroscope et on glisse donc le morcellateur à l'intérieur. Donc le morcellateur c'est le même, quelle que soit la technique, un green LEP, OLEP ou bipolep. Hein, donc c'est cette espèce d'aspirateur hein, avec à la tête une tête rotative qui aspire donc l'adénome. C'est à mon sens un des gestes les plus peut-être les plus difficiles de l'énucléation. Hein. C'est-à-dire que quand vous faites la morcellation, on va en parler un petit peu plus tard dans les gags qui peuvent arriver, il faut toujours être vigilant sur l'entrée d'eau, hein, parce que vous allez avoir une aspiration par la morcellateur, et il vous faut toujours une double arrivée d'eau pour toujours avoir un courant et pas risquer, c'est le risque principal d'aspirer la vessie et la morceller. Hein, ça c'est vraiment le gros risque. Alors, on a vu un petit peu donc le geste chirurgical, on pourra revenir dessus tout à l'heure si vous avez des questions. Je vais vous parler après du périopératoire, hein, donc le post-opératoire. Moi, j'ai l'habitude de mettre, c'est une habitude personnelle, hein, une petite traction en fin de geste sur la sonde vésicale, simplement avec un élastoplaste sur la cuisse, hein, immédiatement après l'intervention. J'ai pour habitude d'opérer, moi, ces techniques-là le jeudi après-midi. Je descends les patients le lendemain matin, le vendredi à 8 heures. Et les patients sortent en général à 14 heures après avoir uriné, qu'on ait vérifié le résidu post-mictionnel. Je les revois à un mois pour l'examen anatomopatologique. Hein, donc ça, c'est vraiment mon protocole standardisé de prise en charge. Donc, vous voyez, on est sur à peine 24 heures de séjour. Donc c'est vraiment intéressant au niveau du coût humain des équipes hein, pour essayer d'économiser au maximum là-dessus. Alors, ça me paraît important de se partager avec vous les petits gags qu'on peut avoir au départ. Quand vous allez commencer à faire des énucléations, le risque au départ, c'est quand vous commencez cette technique, de démarrer un petit peu trop bas par rapport au veri-montanum. Donc attention à rester vraiment sur les plans que l'on vient de voir, hein, à ne pas descendre trop bas, sinon vous risquez d'induire des lésions au niveau du sphincter et de vous retrouver avec une incontinence urinaire. Le deuxième point, quand vous faites l'énucléation, hein, il faut avoir des mouvements beaucoup avec les doigts pour faire avancer et reculer votre anse, qu'elle soit l'anse là qu'on vient de voir ou votre anse en loupe. Hein. Et essayez de ne pas trop travailler avec le poignet, parce que plus vous travaillez avec le poignet, plus vous allez déplacer l'urètre et solliciter le sphincter, et vous risquez de vous retrouver au départ avec une incontinence urinaire d'effort. Alors, pas de panique, cette incontinence urinaire d'effort, elle répond très bien à la kinésithérapie. Hein, donc, sur l'expérience que moi j'ai eue au départ, tous mes patients ont récupéré avec la kiné. Hein, parfois, il faut être un petit peu patient, ça peut prendre 2-3 mois, mais ne vous faites pas peur au départ. Hein, donc, si vous avez une incontinence, ça va récupérer. Juste soyez un petit peu plus doux si ça vous arrive sur votre geste, travaillez plus avec les doigts.
Rappelez-vous, la learning curve que l'on vient de vu au départ, c'est une learning curve de gens qui en font beaucoup, qui ont l'expérience. Peut-être que vous n'aurez pas un recrutement identique au départ, ou peut-être pas aussi facile, on ne choisit pas toujours les volumes de prostate que l'on a. Donc, adaptez par rapport à votre expérience personnelle, n'allez pas trop vite, ne grillez pas les étapes. Allez augmenter progressivement le volume de vos adénomes à nucléer. Je conseille, comme j'ai dit tout à l'heure, de passer au monobloc quand vous vous sentez suffisamment expérimenté en technique ou tribloc. N'allez pas trop vite, parce que si vous vous perdez, vous allez avoir du mal à repasser, à retrouver le trajet de l'urètre à l'intérieur et à repasser une résection normale. Et tout ce que je vous souhaite, c'est évidemment d'arriver un jour à adapter ces techniques pour pour des prostates supérieures à 150 grammes et arriver à ne plus peut-être à faire d'adénomectomie. Ça prend du temps, il va peut-être falloir 2 ans pour avoir une expérience suffisante pour arriver, mais je suis sûr qu'on peut arriver tout à fait à faire on le fait pour des grosses prostates, entre 150 et 200 grammes, de le faire. Comme on travaille en sérum physiologique, ça ne pose aucun problème de prendre, s'il faut, 2 heures d'énucléation. C'est tout à fait envisageable. Alors, les gags que vous pouvez avoir sur l'énucléation quand vous commencez, quelle que soit la technique laser ou bipolep ou autre. La première, c'est la perforation de la capsule. C'est-à-dire que lorsque vous faites votre plan latéral, vous risquez de perforer, comme on voit des fois en résection, si on va un petit peu trop loin. Donc, à vous de voir, si vous arrêtez votre geste à ce moment-là, on est en sérum phi, il faut adapter par rapport à votre volume prostatique. Et là, c'est vraiment une question de sagesse, de savoir si vous interrompez votre geste ou si vous poursuivez. À mon sens, si vous suivez bien le plan, si vous essayez bien de toucher, c'est-à-dire d'avoir ce contact physique, que vous ayez une anse en loupe ou l'électrode que l'on vient de voir, vous avez peu de chances d'arriver à perforer. C'est-à-dire qu'il faut vraiment essayer de toucher avant de faire de l'énergie. Et je pense que c'est le gros avantage du bipolep. Ce que je reproche un petit peu pour l'avoir essayé au laser-olep, c'est que vous êtes à distance, vous ne touchez pas les tissus, vous n'avez pas la sensation, et vous envoyez une énergie qui est quand même assez puissante avec le laser. Et vous risquez effectivement, si vous visez dans le mauvais endroit, de faire un trou sans vous en rendre compte et d'être vraiment à l'extérieur de la prostate. Donc attention à ça. Si vous commencez au bipolaire, touchez les tissus, appuyez, et ça, vous allez voir, ça va se disséquer tout seul, quitte après à faire un petit peu de coagulation si vous avez un peu trop forcé. Le décollement sous-trigonal, c'est un petit peu le même principe. Si vous ne suivez pas bien les plans, vous allez peut-être passer sous la vessie en fait, et avoir une diffusion de sérum dans le rétropéritoine. Ça peut remonter en avant des psoas jusqu'au niveau rénal. Donc attention, si jamais vous perdez dans ce plan-là, à savoir vous arrêter. Et essayer d'anticiper pour pas que ça arrive. À mon sens, c'est toujours essayer de rester dans le plan au maximum. D'expérience, ça a souvent tendance, sur des prostates parfois un petit peu inflammatoires, à coller beaucoup sur la partie postérieure. Quand ça m'arrive, quand je sens que ça ne veut pas se décoller au niveau du lobe médian ou quand il n'y a pas de lobe médian sur la partie postérieure, moi j'ai souvent tendance à arrêter et à aborder les choses latéralement. L'avantage du bipolep, c'est que vous avez une spatule que vous pouvez glisser certes tout droit, mais aussi latéralement. Donc, vous pouvez tout à fait contourner l'obstacle et arriver finalement à énucléer en passant sur les côtés, sans forcément faire une attaque frontale. Ça, vous ne pouvez pas le faire en OLEP, parce que votre laser, il va tout droit. Peut-être que vous pouvez le faire en green light, en orientant votre fibre un peu latéralement, mais ça, c'est quand même un gros avantage de bipolep, à mon avis, d'avoir cette polyvalence, aussi bien des énergies que sur l'incidence en fait, d'approche. Troisième point, on en a parlé, c'est le sphincter. Soyez prudent de ne pas attaquer trop bas au niveau de votre énucléation, prudence au niveau des gestes, pas trop de force, il faut être vraiment assez minutieux pour ne pas endommager votre sphincter. Moi, très sincèrement, les incontinences d'effort, j'en ai eu au départ sur mes premières énucléations. Depuis, plus du tout, même sur les très grosses prostates que j'ai énuclées, parce que j'essaie d'être vraiment très très prudent sur la partie basse en fait, de l'énucléation. Dernier point, la morcellation. Attention, je crois que même avec l'expérience que j'ai, qui est quand même modeste par rapport aux séries qu'on a vues tout à l'heure, ça reste pour moi toujours un moment qui est difficile, vraiment dangereux. On est en fin de procédure, on est fatigué. C'est un petit peu comme une prostatectomie quand il faut faire l'anastomose entre la vessie et l'urètre. C'est le moment où on a envie un petit peu de se relâcher. Ça peut aller très vite. Le morcellateur, c'est un orifice qui aspire très fortement, qui va broyer, et quel que soit ce qui arrive à l'intérieur, ça le broie. Donc si jamais vous avez une rupture du flux d'eau qui arrive et que votre vessie n'est pas suffisamment remplie, vous pouvez tout à fait avoir la vessie qui est aspirée latéralement sous le lobe,
et vous vous retrouvez à broyer la vessie, hein. Donc attention à ça. Moi, je préconise toujours d'avoir 2 tubulures d'entrée, hein, sur le néphroscope et sur la gaine externe de votre résecteur, puisqu'on met les deux ensemble. Et je demande toujours à mon infirmière de brancher 4 poches. Parce que si jamais à un moment donné il y a une baisse de vigilance, il y aura toujours 3 poches qui vont couler, hein. Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est qu'il y ait une poche qui se vide et que l'infirmière à ce moment-là fasse le changement, parce que c'est là que vous allez avoir une rupture de flux et c'est là que l'accident va arriver. Morceler, ça peut prendre parfois autant de temps que l'énucléation. Ça, peut-être que ça, on ne s'en rend pas forcément compte quand on ne l'a pas encore fait, mais c'est long, hein. L'œillet du morcellateur reste quand même petit. Et si vous faites une prostate qui fait 60-80 grammes et au-delà, ça prend facilement, parfois même une demi-heure, hein. Donc, il faut être patient. Ce n'est pas un moment qui est confortable parce que le fait qu'il y ait une aspiration et que ça broie, ça crée des mouvements un peu rapides, hein. Donc, on pourrait finir un peu épileptique avec des mouvements comme ça d'image. Donc, il faut vraiment se poser, prendre le temps. Si vous avez le moindre doute, vous relâchez la pédale, vous arrêtez de morceler et vous laissez la vessie se remplir. Travaillez vraiment en toute sécurité, hein. Parce que si jamais vous faites un trou dans la vessie, le risque après, c'est de faire une laparotomie pour aller suturer la vessie. Donc, c'est vraiment un temps qui est important. Dernier point technique. Nous, on a utilisé plusieurs systèmes d'aspiration pour la morcellation. Si vous utilisez des bidons d'aspiration conventionnels, hein, qui font, je crois, 3-4 litres, il me semble, très rapidement, comme il y a beaucoup de flux d'eau, vous risquez de les saturer et votre infirmière va passer son temps à changer en fait, les bidons d'aspiration et il faut qu'en même temps, elle surveille l'entrée d'eau. Donc, elle va être complètement débordée. On a trouvé des références pour utiliser des bidons qui font 12 litres d'aspiration, ce qui laisse beaucoup plus de temps en fait, pour ces changements, hein. Donc, vous voyez, si vous y mettez, si vous pouvez effectivement avoir des bidons d'aspiration un peu plus importants, je pense que ça fait partie des trucs et astuces vraiment intéressants. Alors, ça, c'est juste une petite diapo que j'avais montrée au congrès de l'affût, une partie un petit peu plus scientifique, hein. Donc, juste pour vous dire que au niveau des résultats d'évaluation de l'énucléation bipolaire, hein, on est tout à fait équivalent avec les résultats avec le laser. Et il y a une supériorité par rapport à la résection que l'on connaît. La courbe d'apprentissage, on en a parlé tout à l'heure. Probablement que c'est plus rapide en BipoLEP qu'en GreenLight, en GreenLEP et en OLEP. Et on a vu pourquoi grâce à la polyvalence. Chez les patients qui sont sous anticoagulante thrombotique, on a une efficacité qui est équivalente au laser. Moi, j'opère régulièrement des patients qui sont sous aspirine, hein, ça ne pose pas spécialement de problème. Les patients qui sont sous anticoagulants, j'ai l'habitude de les laisser sous héparine, HBPM là, pendant une dizaine de jours, prudemment, hein, de reprendre les anticoagulants, que ce soit Eliquis, Préviscan et compagnie, en général vers le 10e jour, hein. Le coût d'équipement, donc on l'a dit tout à l'heure, est moindre par rapport au laser, hein, puisque vous n'avez pas acheté le générateur laser, le générateur BipoLEP, vous l'avez déjà. Il n'y a que le morcellateur qui est à acquérir. La profondeur de diffusion, on a déjà parlé tout à l'heure, je ne reviens pas dessus. Et voilà, ça, je peux vous signaler qu'il y a des équipes qui sont en train de préparer des études multicentriques prospectives pour comparer donc, ces 3 techniques de dénucléation. Alors, la formation, ça me paraît important. Vous l'avez vu, c'est la vidéo, c'est intéressant, le résultat est vraiment sympathique, mais comme on l'a dit tout à l'heure, la learning curve, elle n'est pas forcément évidente, hein. La preuve, c'est que le OLEP, on en parle beaucoup, mais les gens qui en font, finalement, je vois en France, il n'y en a pas tant que ça, parce que ce n'est pas un geste si facile que ça. Donc, je pense que c'est très important d'avoir cette démarche de compagnonnage, hein, tout ça pris grâce à des collègues. Donc, si vous avez l'occasion, hein, il y a des centres formateurs en France, en Suisse, en Allemagne. N'hésitez pas, hein, si vous souhaitez, si vous avez l'occasion de passer, que ça vous intéresse de venir, vous êtes bien sûr les bienvenus à Bordeaux. On organise régulièrement des stages de formation, hein, même sans passer par ces stages-là, on peut se voir de façon informelle. Et pourquoi pas, hein, si vous avez le souhait un jour de créer quelque chose au Maroc, on peut y penser ensemble. Ça sera toujours avec plaisir de partager notre expérience. Moins effectivement d'affecter les nerfs recteurs qui sont autour. Et je trouve que mes patients post-opératoires sont beaucoup moins irrités, même pas du tout, que ceux que mes collègues peuvent opérer avec du laser OLEP, hein. Parfois, je les vois certains de leurs patients, pendant 2-3 mois, ils ont des impériosités. Ce n'est pas du tout quelque chose que je vois avec cette technique du BipoLEP, mais encore une fois, parce que j'essaie de ne pas utiliser trop d'énergie.
Sur la vidéo que je vous ai montrée là de M. Herman, il contrôle parfaitement ses plans, sa coagulation. Maintenant, je trouve qu'il utilise quand même beaucoup d'énergie, notamment en section. Moi, j'avoue qu'en termes techniques, j'utilise beaucoup la pédale de coagulation et finalement très peu la pédale de section. La pédale de section, je vais l'utiliser sur des moments stratégiques, par exemple au niveau du col, parce que c'est une zone qui est très fibreuse, qui est difficile à décoller. Sur la partie antérieure, parce qu'on a vu tout à l'heure, hein, cette partie qui accroche le lobe sur la partie antérieure, elle est aussi très fibreuse. Là, il y a besoin effectivement d'énergie de section. Pour tout le reste, j'ai tendance à être très doux, travailler beaucoup avec la coagulation, très légèrement, pas à pas, hein, au cours de mon geste, pour essayer de ne pas trop mettre d'énergie. Dernier point important aussi, les générateurs BiPoLEP, il y en a des quantités différentes. Suivant les marques, vous n'allez pas du tout avoir le même effet. Ça, c'est peut-être un petit peu surprenant, mais c'est vraiment une réalité. J'avais l'habitude de travailler avant avec un générateur RB, qui marche plutôt bien. J'ai eu l'occasion de tester il n'y a pas longtemps le nouveau générateur là, de chez Storz, où ils ont développé un algorithme justement de courant électrique spécial pour le BiPoLEP. Et c'est très surprenant. C'est-à-dire que quand vous appuyez sur la pédale, vous avez même un effet de dissision en fait, du tissu, ce qu'on n'avait pas du tout avant avec les autres générateurs. Donc, il y a un gros travail qui est en train de se faire en ce moment avec les producteurs de matériel. Et je pense que la technique va encore pouvoir s'améliorer grâce à ces modulations de courant électrique. Et on aura sûrement ce qu'on peut voir avec le OLEP, c'est-à-dire cette espèce d'ouverture des plans grâce à l'apport de l'énergie, en fait. Il y a aussi une question qui est posée par un des confrères. Il s'inquiète beaucoup pour les méa-urétéraux, à l'instar de ce qui se passe par la taille vésicale. Est-ce qu'il y a une précaution particulière à prendre pour les méa-urétéraux? Est-ce qu'on ne risque pas de les léser à partir du moment où, des fois, on sait que quand il y a un lobe médian, les méa-urétéraux peuvent être attirés très, très proches du col vésical. Et donc, en rentrant dans le plan, ne risque-t-on pas d'altérer au moins la partie muqueuse, on va dire, des méa-urétéraux? Oui, je pense qu'effectivement, il faut se méfier, surtout en début d'expérience. Le repérage des MEA au départ, hein, je crois qu'on est tous convaincus que on l'a tous appris et c'est même pas remis en question. Et je crois que ça a tout son sens effectivement pour l'énucléation. D'expérience. Je vais vous interrompre, mais il est difficile de repérer quand on est dans un plan de clivage. Quand on va arriver vers le haut, comment fait-on? Doit-on se retirer du plan, rentrer par l'urètre et voir comment ça se passe? On est un peu... Ça me paraît assez difficile de le faire. Moi, j'ai tendance. Alors, la première chose, c'est que sincèrement, avec tous les cas que j'ai faits, j'ai jamais eu le cas en fait. J'ai fini souvent assez proche des MEA, c'est vrai, mais je crois qu'il faut être très très rigoureux dans les plans, c'est-à-dire notamment sur la partie postérieure, à vraiment suivre le plan quand vous êtes perdu, à attaquer les choses différemment, c'est-à-dire au lieu d'attaquer frontalement, faites le tour. Différemment, allez-y prudemment en fait, surtout si vous utilisez beaucoup d'énergie, parce que c'est effectivement un risque. On a parlé du décollement sous trigonal tout à l'heure, ça peut être aussi un risque. Moi, j'ai tendance à faire le col une fois que j'ai énucléé en fait latéralement. C'est-à-dire qu'on a fait le vue, on est passé latéralement, et en fait, moi, je progresse tout droit jusqu'au niveau de la vessie pour trouver le plan, le contact avec la vessie. Une fois que j'ai ouvert la vessie, je suis entré dans la vessie latéralement, ben, en fait, on peut contrôler. Il n'y a plus qu'à suivre le plan en fait en redescendant. Et effectivement, vous allez trouver une zone qui va être très fibreuse au niveau du col. Et si vous l'attaquez très progressivement, vous pouvez avancer un tout petit peu et vous êtes dans la vessie. Et vous pouvez voir où sont les MEA en fait. Donc ça vous permet d'énucléer cette partie du col très prudemment. Quand vous avez un lobe médian, en général, les MEA sont vraiment plus latéraux. Donc je pense que ce n'est pas tellement dangereux à ce niveau-là quand vous faites le lobe médian, c'est plus quand vous faites les lobes latéraux, effectivement, il peut être parfois très proche. Alors, Olivier, qu'est-ce que tu penses en début d'apprentissage de commencer à réséquer le lobe médian, du moins à faire un chenal vers 6 heures, et après de faire l'énucléation? Comme ça permet d'éviter, pour des personnes qui commencent cette technique, d'éviter de faire un décollement sous-trigonal et du moins de ce problème de MEA. Effectivement, je pense que c'est une très bonne idée. Je pense que c'est une bonne façon de se rassurer, de se mettre en sécurité quand on commence. Faut pas, à mon sens, il ne faut pas avoir de fierté quand on commence ce geste. Il faut se rappeler que c'est un apprentissage qui est long, 40-50 cas. Tout ce qui peut vous mettre en sécurité,
On parle d'EMEA, on parlait du sphincter tout à l'heure. Faites-le pour vous rassurer. Et un jour, quand vous aurez plus d'expérience, effectivement, ben, vous pourrez tout énucléer. Mais je pense que c'est effectivement une très, très bonne suggestion. Ouais. Et par la suite, parfois, on peut ne pas être dans le bon plan de clivage et laisser un peu d'adénome. On peut par la suite réséquer pour aplanir la loge prostatique. Oui, tout à fait. Donc, c'est de résection et d'énucléation. C'est ce qu'on appelle le combiné. Oui, tout à fait. Je pense que c'est effectivement… et finalement, c'est d'autant plus facile qu'on a commencé à énucléer parce qu'on a commencé à dévasculariser l'adénome. Tout à fait. Il ne faut pas hésiter à avoir des approches un petit peu combinées au départ pour prendre contact, se rassurer et avancer petit à petit. Oui, tout à fait. Et la résection devient très facile lorsqu'on décolle parce que l'adénome n'est plus vascularisé. Donc, on peut faire des longs copeaux de façon très rapide pour pouvoir réséquer l'adénome qui a été énucléé, qui reste. Et l'adénome vient aussi en axial. Il n'est plus latéral, on n'est pas obligé de faire cette angulation pour aller le réséquer. Il vient devant vous et donc vous le réséquez facilement. Dès que vous réséquez, une autre zone vient devant. Parce que c'est comme un lobe médian, il ne part jamais, il reste là devant et vous le débitez rapidement. C'est vrai que c'est une option qui me semble être un bon compromis en attendant le morcellateur, de commencer par des formes moyennes qui ne dépassent pas 90 grammes, 100 grammes, et essayer de les réséquer. Et moi, j'invite mes amis à commencer à faire de l'héminucléation ou de l'hémi-héminucléation au début de chaque opération, et au fur et à mesure qu'il y a quelque chose d'intuitif qui doit s'installer dans nos mains, j'allais dire. Vous le dites vous-même, Olivier, vous dites que vous faites de plus en plus de manœuvres manuelles et de moins en moins d'utilisation d'énergie. Oui. Ça veut dire que vous apprenez vos mains, j'allais dire, vos senseurs digitaux commencent à apprendre quand vous regardez, vous êtes dans le bon plan, et donc vous êtes rassuré, vous travaillez, vous sentez que vous partez dans un plan facile à libérer progressivement. Et je pense que ça s'apprend doucement et commencer petit à petit pour pouvoir le faire ultérieurement. Vous savez, moi je pense toujours à la technique qu'on a tous appris, c'est l'adénomectomie. Quand on fait l'adénomectomie au doigt, ben, vous ne faites pas de coagulation, hein, vous avez votre doigt à l'intérieur. Et quand vous maîtrisez vraiment la technique, vous savez parfaitement où il faut passer. Et le saignement, ben, vous l'avez effectivement au niveau du col, hein, à 5h et 7h. Vous l'avez un petit peu au fond, à l'apex, certes, vous savez que vous allez mettre la sonde, il faut mettre un petit peu en traction. Mais sur le reste, finalement, le saignement n'est pas très abondant. Si vous arrivez à passer dans le bon plan avec l'énucléation, qu'elle soit bipolaire ou la technique que vous emploierez, à mon sens, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup d'énergie. Tout à fait. Une autre remarque sur la question d'avant, on a parlé effectivement, si on n'avait pas de morcellateur, de laisser le lobe pendre et puis le réséquer. Effectivement, ça va beaucoup plus vite parce qu'il est dévascularisé. Attention à toujours laisser pendre le lobe sur la partie à 6 heures. N'allez pas laisser votre lobe pendouiller sur la partie antérieure ou sur le côté, parce que je vous promets que vous allez avoir beaucoup de mal à la réséquer. La partie antérieure dans le pubis est très difficilement accessible. Et si jamais vous le mettez dans une situation où vous n'arrivez pas à l'atteindre, ça va être compliqué. Autre chose, si vous faites cette technique, vous n'avez pas de morcellateur, si vous laissez partir l'adénome dans la vessie, ça va être compliqué d'arriver à les réséquer parce que vous risquez sur un mouvement de faire un trou dans la vessie. Peut-être qu'au départ, vous pouvez aussi faire une approche combinée. Par exemple, vous commencez à avancer dans votre expérience, vous faites une énucléation d'une prostate qui a un volume conséquent. Je pense qu'il n'y a pas forcément de honte au départ à faire une petite laparotomie pour ouvrir la vessie et sortir par la vessie. J'ai des collègues qui le font. J'y ai pensé. En OLEP. Ils le font parfois même en célioscopie. Je trouve ça intéressant de faire ce geste-là. Hein, peut-être comme une étape provisoire dans votre apprentissage, mais je pense qu'il n'y a pas tout de honte de faire ça. D'accord. Alors, autre chose, tu as insisté au départ pour ce qui est du matériel, description du matériel. Alors, je voudrais rappeler à nos participants, à nos chers urologues, qu'il faut vraiment l'anse
d'énucléation, c'est-à-dire la cupule que tu as montrée. Et sur la vidéo qu'on ne voyait pas, il y a une anse, il y a une armature qui permet de pousser l'adénome. Parce on peut aussi faire une incision au niveau de l'apex par l'anse de vaporisation classique. Mais cette anse, si on veut faire des énucléations avec seulement cette anse, on risque de la casser parce qu'elle devient fragile. Donc il faut vraiment utiliser la bonne anse d'énucléation bipolaire. Oui, idéalement. Après, c'est vrai que si vous ne l'avez pas et que vous voulez commencer votre expérience, moi je l'ai fait pendant assez longtemps parce que je n'avais pas cette nouvelle anse. Ça se fait, comme vous l'avez très bien dit, effectivement, le risque, c'est de la casser en forçant dessus. D'une part, parce que le courant électrique l'use, en fait, va diminuer l'épaisseur de l'anse. Elle a une durée de vie qui est limitée à cause de ça. Et aussi parce que si vous forcez, vous risquez de la plier, de la casser, effectivement. Par rapport aussi, je voulais en parler parce qu'on ne l'a pas abordé. Vous avez vu sur les vidéos, il y a parfois beaucoup de bulles. Voilà. Oui. Ça, c'est un point aussi qui, au début, n'est pas forcément facile à manager. Parce que votre vision, elle va dépendre bien sûr des saignements, mais aussi des bulles. Alors, il faut apprendre au départ à positionner votre anse un petit peu plus loin que ce qu'on a d'habitude en résection pour que le courant qui génère des bulles les fasse aller plus facilement vers la vessie et pas sur votre écran, en fait. Donc, il y a une petite adaptation à faire au départ en travaillant un tout petit peu plus loin, à mettre votre anse un petit peu plus loin. Il faut apprendre à donner un petit peu d'amplitude dans le geste, c'est-à-dire à parfois laisser partir l'anse un petit peu plus loin qu'on aurait le tendance à le faire. Donc, apprenez, si vous avez des bulles, à travailler un petit peu plus loin. D'expérience, si vous avez bien ouvert votre col, si vous avez commencé par enlever votre lobe médian, a priori, l'ouverture est suffisante vers la vessie et les bulles devraient partir toutes seules vers la vessie. Là, on est gêné un petit peu par les bulles au tout départ. En fait, finalement, quand vous faites votre V au départ, la coagulation, c'est là qu'on est un petit peu gêné par les bulles. Mais après, normalement, ça ne doit plus vous gêner du tout. Excusez-moi, pour l'utilisation de l'optique zéro, est-ce qu'on n'est pas mieux dans le prolongement justement de la libération du plan et c'est plus aisé que de voir un peu devant soi avec le 30 degrés? Bien sûr, à part la barre que nous allons commencer à voir, mais est-ce qu'on n'est pas vraiment dans le prolongement du plan? Est-ce qu'on ne se sent pas mieux avec l'optique zéro? Elle est intéressante aussi. Je crois que c'est intéressant d'essayer, en fait, de faire votre expérience, de faire votre feeling, d'avoir cette sensation, parce que parfois, on n'est pas égaux dans notre approche, dans nos ressentis. Et je pense que c'est intéressant de voir avec quel matériel vous êtes à l'aise. Les deux, à mon sens, sont envisageables. Alors, il y a une question de par l'auditeur qui pose la question, est-ce que l'énucléation bipolaire est équivalente à la résection du point de vue hémostatique et du point de vue des suites opératoires? Bon, je crois que tu l'as expliqué dans ton exposé. Lorsqu'on fait l'énucléation, ça saigne moins. Oui. Et c'est le but, c'était le début de la présentation, effectivement. Le but, c'est d'être anatomique, d'où la nouvelle appellation AEP. Il faut être anatomique et lorsqu'on va passer dans ce plan anatomique, on va pouvoir effectivement coaguler au fur et à mesure. Vous l'avez très bien dit tout à l'heure, il y a 2 points stratégiques. L'apex, qui effectivement, des fois, n'est pas forcément facile à contrôler. On a beau coaguler et avancer. Ça arrive que dans l'intervention, on y revienne à plusieurs reprises pour aller encore coaguler. Parfois, on descend pour faire attention à ne pas aller trop bas non plus. L'autre point, bien sûr, c'est au niveau du col latéralement, l'arrivée des autres vaisseaux. C'est les 2 points un petit peu stratégiques, effectivement, au niveau de la coagulation. Il y a Saad Ramad qui pose la question de Casablanca. Est-ce qu'on peut associer résection et énucléation? Oui. Alors, je pense qu'on a répondu. On a répondu à celle-là. Il y a une autre question qui a été posée. Faut-il commencer par les petites prostates que les grosses prostates? Olivier Sellé a bien expliqué qu'il faut commencer par les prostates de taille moyenne, pas les petites prostates parce qu'elles sont fibreuses, et par la suite augmenter l'expérience vers des grosses prostates. Par rapport à l'étude anatomopathologique, ça ne pose aucun problème. Après morcellation, je suppose,
c'est comme les copeaux, on va dire. Il n'y a pas de difficulté particulière rencontrée par les anatomopathologies. Ça, c'est une question qui est arrivée. Pose la question, Olivier. Le morcellateur. L'apparent. J'ai pas notion que ça soit plus difficile pour eux. Après, vous savez aussi comme moi que tout n'est pas forcément analysé. Hein, et, ils vont prendre un échantillonnage en fait, hein, sur l'ensemble des copeaux pour les analyser au microscope. Oui. Hein, c'est pas possible de tout analyser. D'accord. Alors, je voudrais poser une question à Olivier Sellé. Ton expérience maintenant, tu ne fais que du bipolep ou est-ce que tu continues toujours à faire des résections classiques? Standard. Je fais plus que du bipolep. D'accord. Pour les prostates de petite ou de moyenne ou de grosse taille? Oui. Après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en disant que c'est un outil qui est polyvalent. Je pense qu'il faut essayer d'être ingénieux. Il faut essayer d'être intuitif. N'essayez pas de vous... Alors, c'est bien au départ d'avoir un petit peu un canevas pour savoir les différents temps pour avancer. Je pense que c'est important. Mais au bout d'un moment, essayez de vous en distancier un petit peu pour vous adapter aux contraintes de la prostate que vous traitez. Essayez d'être intuitif, ingénieux pour arriver à énucléer. Parce qu'il y a des fois, effectivement, comme je vous l'ai dit, tout droit, ça passe pas. Mais si vous attaquez latéralement, hop, vous allez retrouver le plan, vous allez arriver à énucléer. Donc, effectivement, là où je ne fais pas d'énucléation, ça peut être sur les très petites prostates. Hein. Néanmoins, ça m'arrive quand même de m'amuser dans ces cas-là à trouver un petit plan quand même pour être un peu plus complet. Alors, il y a une question tout à l'heure qui posait la question, peut-on faire le bipolep pour des prostates cancéreuses, c'est-à-dire pour des prostates, pour créer une loge prostatique lorsqu'il y a une grosse... Ça va être difficile, ça. Ah bon, je crois que ça va être difficile. Ben oui, parce que en fait, l'idée, c'est d'aller dans un plan de clivage. Or, le cancer, par définition, même s'il est transitionnel, il dépasse souvent la région transitionnelle. Et je pense que le plan de clivage va être râpé. Il n'y aura pas de plan de clivage. Du moins sur une part de la partie cancéreuse. Si j'en parle, alors que je n'ai pas l'autorité suffisante pour l'énucléation par voie basse, c'est qu'on le sait, par l'énucléation par voie haute transvésicale, dès que tu as une difficulté à faire ton clivage habituel, il faut penser à un cancer. Et en général, soit c'est une prostatite qui a diffusé au-delà du plan capsulaire, soit en général un cancer. Et là, c'est pas possible. Mais je parle sous, bien sûr, contrôle d'Olivier, s'il a quelque chose à dire, parce qu'il a dit sur 100 cas, vu la fréquence des cancers, tu as dû rencontrer un cancer, une mauvaise appréciation radiologique, on peut tomber sur un cancer. Mais vous n'avez pas eu cette expérience, je suppose. Si. Je crois qu'on l'a tous eu quand on a opéré par voie haute ou même par voie basse en résection. Hein. Je pense qu'il faut être très prudent. Il y a bien sûr plusieurs cas à différencier. Hein. Bien sûr, votre patient, vous l'avez examiné avant de l'opérer, vous avez fait un toucher rectal. Si c'est le patient qui a une prostate qui est toute dure, attention, vous avez un risque maximal d'incontinence. À mon sens, très mauvaise indication d'énucléation. Hein. D'accord. Vous n'allez pas aider votre patient, vous allez le faire passer de rétentionniste à incontinent. Donc, ce n'est pas une bonne idée du tout. Soyez très prudent, n'allez pas trop bas, enlevez moins de matériel à mon sens. Hein. Donc, c'est un cas sur lequel il faut faire attention. Maintenant, le patient qui a un cancer, au toucher rectal, bon, vous sentez un nodule ou parfois pas. Vous savez qu'il y a un cancer ou peut-être même pas. Le cancer, souvent, hein, il est soit sur la partie périphérique, soit la partie antérieure, un peu plus rarement finalement dans la zone qui est transitionnelle avec l'adénome. Et il y a quand même un adénome qui cohabite souvent. Ça m'est arrivé sur des patients que je connaissais pour des cancers avec des nodules, de faire des gestes où je faisais les biopsies en début de geste. Et après, je faisais l'énucléation prostatique parce que je savais que c'était des cancers qui n'étaient pas très importants. On trouve quand même un lobe, un plan. Parce que ça touche peut-être pas les mêmes zones de la prostate. Hein. Maintenant, je suis parfois très prudent sur ce genre de patient parce que je sais qu'au niveau fonctionnel, on peut avoir des mauvaises surprises. Hein. Donc, ça, pour moi, ce sont vraiment des bananes. Attention, hein, ça peut être dangereux. Ne commencez pas par ces patients-là pour énucléer. Ouais. Il y a Dr Lakhmichi qui pose la question comment éviter une incontinence urinaire. Vraiment.
est-ce qu'il y a quelque chose éventuellement à faire en pré-op ou bien en post-op? Vous avez parlé de la rééducation, enfin le renforcement du plancher pelvien-périnéal et sphinctérien. Est-ce qu'on ne peut pas le faire en pré-op, par exemple? Quelles sont les précautions? Vous en avez parlé, mais c'est juste pour voir un peu les précautions, les choses à ne pas faire pour éviter que ça arrive. Je crois que oui, c'est très important de prendre un petit peu de recul. On parle d'un problème vésico-sphinctérien. On a beaucoup focalisé sur la prostate. Maintenant, n'oublions pas la vessie. Tout à fait. La vessie acontractile, la vessie hypocontractile, la vessie hyperactive. Il y a plein de cas qui peuvent cohabiter avec une hypertrophie de prostate. Donc, soyons effectivement très prudents à bien évaluer l'équilibre vésico-sphinctérien avant d'opérer, parce qu'on peut avoir effectivement Bien entendu. attention aux antécédents, attention aux parkinsoniens, attention à effectivement tous ces cas où vous pouvez vous retrouver dans des situations un peu compliquées. Donc, tous les patients qui ont effectivement des impériosités, tous les patients qui ont effectivement une vessie qui est un petit peu distendue, des rétentions et des volumes importants, méfiance, effectivement. Hein. Donc, évaluez bien vos patients en préopératoire. Il y a des fois, moi, je n'hésite pas à faire un bilan urodynamique quand je sens que la situation n'est pas complètement claire. Bien évaluer la situation préopératoire avant d'opérer. Je pense que c'est vraiment important de prendre le temps, de ne pas se précipiter et focaliser sur la prostate. Hein, je pense que c'est très, très important ce que vous avez dit, d'élargir un peu le regard à l'équilibre vésico-sphinctérien. Une autre question qui est posée serait tu utilises des anses à usage unique? Non. Est-ce que s'il faut les réutiliser, quel est le meilleur moyen de stériliser? Alors, j'espère qu'on n'est pas écouté par des firmes. Il y a plusieurs anses qui existent. Vous avez les anses réutilisables et vous avez les anses à usage unique. Les restérilisables de mémoire, elles sont préconisées pour une utilisation de 5 en général. Moi, pour des raisons de coût, j'utilise des anses réutilisables parce que je crois de mémoire que c'est un prix qui est relativement équivalent en fait. Donc, les anses, vous avez vu, elles sont assez larges, assez épaisses. Donc, il y a du matériel avant de l'avoir usé ou même abîmé par des actions mécaniques. Vous avez quand même un petit peu de marge. Donc, oui, je pense que c'est plus raisonnable peut-être au départ de commencer par du réutilisable. Et le moyen de les stériliser? Meilleur moyen de stériliser? Le SIDEX. SIDEX? Stérilisation froide? Vous savez, quand vous avez un résécteur, vous avez des anses que vous stérilisez avec votre panier et votre matériel. D'accord. Très bien. Très bien. Par rapport au suivi post-opératoire, les malades sortent le lendemain. Je vois que vous faites partie d'un comité de outpatient en France où on fait beaucoup de la chirurgie ambulatoire. Est-ce que vous êtes partant pour une chirurgie ambulatoire quand vous faites une énéculation, par exemple? Alors, c'est vraiment une question effectivement qu'on s'est posée avec mes collègues. J'ai une petite contrainte personnelle, c'est que le créneau que j'emploie pour ce geste, il est le jeudi après-midi et effectivement, c'est difficile de faire un ambulatoire vrai pour ce genre de patient. Je pourrais, j'y pense, je le garde un petit peu en réserve pour un peu plus tard avec peut-être un peu plus d'expérience ou si les contraintes des tutelles deviennent un peu plus importantes. Vous savez qu'en France, on est censé actuellement essayer de tendre à environ 70% de patients ambulatoires, ce qui est un peu compliqué à atteindre. On a des collègues qui font effectivement de l'ambulatoire pur, qui font sortir les patients avec des sondes vésicales, qui les font dessonder à domicile, en général le lendemain. On a été contacté récemment par des prestataires de services qui nous proposaient d'aller faire des irrigations à domicile. Sur des petites irrigations, c'est-à-dire qu'ils sont capables de passer 3 fois par jour pour brancher une poche. Donc ça suppose, vous voyez, il y a quand même des petits débits de lavage. Donc tout ça, c'est des solutions qui sont à affiner. On a encore, je pense, sur, peut-être pas le début, mais sur le milieu du chemin de cette technique, il y a encore pas mal de choses qui vont évoluer, qui vont avancer. On a parlé tout à l'heure du courant électrique. Je pense qu'il y a d'autres choses qui vont pouvoir être développées. Donc, vous voyez un petit peu en fonction de vos contraintes, du type de patient que vous avez. Il ne s'agit pas de faire de l'ambulatoire à tout prix.
Moi, j'ai parfois des patients qui viennent de loin et je ne vais pas m'amuser à faire de l'ambulatoire pour ces patients. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils partent et que ça se passe bien et pas qu'ils reviennent en catastrophe ou qu'ils aillent dans un centre ailleurs, chez un confrère qui va pas être très content de les recevoir, de les gérer. Il faut être totalement sécure pour nos patients. Donc, pour l'instant, effectivement, moi, je garde mes patients hospitalisés pendant 24 heures pour être sûr que tout se passe parfaitement bien. Mais les choses pourront peut-être évoluer. Soyons cohérents par rapport à nos patients. Je pense que c'est important, c'est eux qui sont au centre. Super. La grande oubliée de cette question, c'est l'infection. Est-ce qu'il y a une mention spéciale par rapport à l'infection? Le sepsis est plus grave dans des situations d'énucléation ou c'est pareil en termes de pourcentage, mais aussi en termes de gravité? J'ai pas notion de ça. Il ne me semble pas avoir lu. Peut-être que vous avez lu des choses de votre côté? C'est l'hyperpression qu'on développe au niveau du plan de clivage. Est-ce qu'on peut réactiver des foyers, des micro-foyers prostatiques infectieux ou quelque chose dans… Non, je n'ai pas vu personnellement, mais c'est une question que je demande. Je ne me semble pas avoir lu de publication là-dessus. Expérience. D'un point de vue purement de mon expérience, donc nous, on fait bien sûr, comme c'est recommandé, un ECBU en préopératoire. Maintenant, on opère aussi des patients qui sont sondés, qui arrivent sondés, qui forcément ont des bactéries. C'est ça. On fait une prophylaxie par une céphalosporine de 2e génération pendant le geste opératoire. On a effectivement des infections post-opératoires qui arrivent régulièrement, parce que ce sont des patients aussi qui sont aussi ressondés pendant 24 heures. J'ai pas eu la sensation qu'il y avait un surrisque que vous voyez par rapport à une résection. D'accord. Parce que lorsqu'il y a un ECB préopératoire positif sur une sonde à demeure, le risque d'infection post-opératoire est supérieur. Est-ce que le fait de faire une énucléation ne protège pas, ne diminue pas? Parce que lorsqu'on fait une résection, on ouvre les vaisseaux et par la suite on fait de l'hémostase, donc il y a une réabsorption de liquide, il y a un risque d'infection plus important. En énucléant, on protège, du moins on diminue le risque infectieux. Est-ce que en pratique tu vois ça dans ton expérience sur les patients qui sont sondés, qui ont un ECBI préopératoire positif? Non? J'ai plusieurs points que je pourrais partager avec vous. Le patient qui arrive sondé pour avoir cette intervention, si jamais son ECBI est positif, je le traite bien sûr par antibiotique, je lui change sa sonde vésicale. Oui. Je pense que c'est important de penser à faire ça, changer, partir sur une sonde vésicale qui est propre avant le geste. On a eu le cas aussi de germes résistants. On a hospitalisé les patients 24-48 heures parfois à l'avance pour faire une antibiothérapie intraveineuse dans le service avant de les opérer. Et en changeant bien sûr la sonde vésicale, ça c'est important. Maintenant, d'un point de vue très théorique, quand vous faites l'énucléation, vous allez quand même passer dans un plan, vous allez coaguler au fur et à mesure. A priori, si vous ne perforez pas, je ne suis pas sûr qu'il y ait forcément un surrisque d'infection par rapport à une résection où là, on ouvre clairement les vaisseaux, qu'on va coaguler. Je ne suis pas si certain. Il y a aussi une parenthèse qu'on pourrait ouvrir qui est intéressante. On a, je pense que vous avez souvent le cas aussi, des patients qui vont développer une rétention d'urine après une prostatite, qui ont des prostatites chroniques, infectieuses, et que vous allez devoir opérer. Et ce sont, à mon avis, des patients un peu particuliers parce que les infections à répétition ont souvent soudé un peu les plans. Souvent, quand vous allez opérer, vous allez ouvrir des loges qui sont remplies de pus. Et ces patients-là, à mon sens, vous risquez effectivement de peut-être déclencher des décharges bactériennes. Attention, ces patients-là, pareil, ne commencez pas par ces patients-là. À mon sens, c'est des patients un peu plus difficiles. Les tissus sont beaucoup plus fibreux, donc les plans sont difficiles à trouver. Et il y a des fois où carrément on a des accolements. On n'arrive pas à trouver le plan. Si vous utilisez de l'énergie pour arriver à libérer les plans, c'est là, à mon avis, que vous allez créer des perforations. Typiquement, partie latérale. Typiquement, partie postérieure. C'est là que vous risquez, à mon avis, chez ces patients-là, la fausse route sous-trigonale. Typiquement ce patient-là. Donc, attention, vraiment, quand vous avez un accolement, forcez pas, essayez de passer au-dessous, essayez de contourner l'obstacle. Et si vraiment ça colle, parce que c'est souvent le cas, il va falloir effectivement avancer tranquillement, doucement, et il y a un risque de perforation, à mon sens, qui est réel. D'accord. Donc, attention avec les prostatites. Oui. Ah oui. Alors, il y a Ayoub Shah qui pose la question, Zahir Shah qui pose la question,
Quand on ne dispose pas de morcellateur, est-ce qu'on peut utiliser le morcellateur laparoscopique par voie abdominale pour essayer d'extraire la prostate? J'ai pas d'expérience personnelle. Oui, oui. Je peux pas vous dire. D'accord. Sauf qu'il faut utiliser donc, oui, un trocard de 12. Bien. Moi, c'est une question que je transmets. Olivier, est-ce que tu as une technique pour préserver l'éjaculat, comme pour la résection endoscopique? Ah là, c'est vrai. Non. Je préviens systématiquement les patients en préopératoire. Hein, je fais en général au moins une consultation, parfois deux, quand cette question-là n'est pas bien acceptée par mon patient. Les deux choses sur lesquelles j'insiste au départ auprès des patients, c'est peut-être important effectivement de partager ce point-là aussi. C'est le risque d'incontinence, d'effort. Hein, je les préviens toujours en préopératoire. Et je leur explique toujours que c'est une incontinence qui est réversible, qui va peut-être être présente au cours du premier mois. Et si jamais ça arrive, on a la kinésithérapie et ça va récupérer. Moi, je les préviens toujours en préopératoire. Deuxième point, c'est les levées nocturnes. Souvent, c'est les patients qui vont se lever plusieurs fois la nuit. Je leur explique toujours que c'est à partir du troisième mois qu'en général, il va y avoir moins de levées la nuit. Donc, cette information préopératoire, elle est vraiment importante. L'éjaculation, c'est un gros problème. Je crois que ça me paraît difficile de conserver une éjaculation en faisant une éjaculation, puisque vous allez ouvrir largement en fait, le col, c'est le but. Donc, à mon sens, l'éjaculation, je ne vois pas très bien comment arriver à la préserver. Ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je suis en train de chercher. Je crois que voilà, on a répondu. Est-ce qu'il y a une place à la résection dans votre pratique? Vous avez répondu que vous faites maintenant tout par bipolep et qu'on a tendance à ne plus faire de résection classique. Voilà, sauf les petites prostates qui sont très fibreuses, effectivement. Oui, les petites prostates doivent quand même continuer à être réséquées. Il y a en fait, vous avez une idée sur les proportions entre prostates que vous réséquez et celles que vous énucléez? Dans une activité de service, par exemple, ça va être moitié-moitié. Très, très sincèrement, les petites prostates que je vais réséquer, c'est vraiment des cas anecdotiques. Hein. C'est vraiment, à mon sens, assez rare. Ce n'est pas les patients que j'ai en consultation. C'est un effet centre, probablement. Parce que dans l'activité d'un urologue lambda qui recevrait tous les malades donc, qui ont des troubles mictionnels en rapport avec une hypertrophie bénigne de la prostate, je pense que les proportions sont à peu près les trois quarts. Les trois quarts sont souvent des prostates qui sont inférieures à 80 grammes, qui sont tout à fait manageables par une résection endoscopique, que ce soit en mono ou bipolaire. Et les grosses prostates qui méritent vraiment une énucléation, c'est l'autre quart. Mais maintenant, on peut avoir un effet centre où le centre ne fait que cela, ou bien peut un peu rogner sur les indications de la résection, parce que l'expertise est là, de telle manière à ce que ça peut être fait de manière aussi safe qu'une résection classique pour des petits adénomes. Vous savez, c'est des questions qui nous taraudent parce que c'est des questions très pratiques, effectivement. Vous savez, moi, je pense qu'il y a aussi... moi, je fais beaucoup d'incisions cervico-prostatiques pour ces petites prostates. Parce que souvent, ce n'est pas un problème d'adénome, c'est souvent un col qui est très fibreux, très serré, qui peut ouvert. Et moi, toutes ces petites prostates, très souvent, j'en fais plutôt une incision cervico-prostatique juste. Dès que ça commence à dépasser 40 grammes, souvent, c'est plus tellement que le col, c'est souvent qu'il y a un adénome. Et l'énucléation, elle fait tout à fait bien son travail. Hein. Moi, j'ai fait pas mal de petites prostates, 40, 50, 60, et l'énucléation se fait tout à fait bien. Hein. Donc, je pense que c'est peut-être même ces patients-là qui sont assez faciles à faire justement en début d'expérience. Hein, parce que la prostate n'est pas trop grosse. Si jamais on se perd, on retrouve, on s'en sort toujours. Ouais. Est-ce qu'on a une sclérose de la loge, comme dans la taille vésicale? Question posée par Dr Kmichi. Ouais. Ça m'est arrivé au tout début, parce que je pense que je ne manageais pas forcément très bien le col vésical.
vous avez à ce niveau-là, vous savez, beaucoup plus de fibres. Hein, et il faut arriver à trouver le plan justement pour finir de dénucléer cette partie-là. Et je pense que c'est important de ne pas trop laisser de tissu à ce niveau-là et d'arriver justement à énucléer, voire à la fin réséquer si vous reste un petit peu de tissu sur le col. Ouais. Moi, ça m'arrive au tout début, j'avoue que maintenant, c'est plus le cas, j'ai plus de soucis à ce niveau-là. Est-ce que la taille de la prostate peut influer sur le taux de sclérose? Si on fait des petites prostates, on aura peut-être plus de sclérose que si on fait de grandes prostates. Ça paraît assez logique, oui, effectivement. Ça paraît logique. Et Ouais, en utilisant beaucoup d'énergie, on risque de faire plus de sclérose, non? ça paraîtrait assez logique aussi. Moi, ça m'arrive souvent sur des prostates comme ça de petit volume de faire l'énucléation et à la fin, je change d'anse. Je prends une anse en pointe et je fais comme une incision. C'est-à-dire que je vais vraiment utiliser toutes les fibres du col de chaque côté pour vraiment effondrer cette zone-là et que vraiment ces fibres disparaissent. Hein. C'est intéressant de pouvoir combiner justement ces anses différentes qui ont une action qui est complémentaire à mon sens. On le fait aussi en résection classique. Tout à fait. Alors, une question d'ordre matériel. Il y a eu deux questions un peu qui touchent à l'ancillaire. Deuxièmement, la première, quel est le meilleur générateur d'énergie, j'allais dire, bipolaire? Est-ce qu'il y a un générateur qui est, on va dire, la Mercedes ou la Rolls-Royce et puis le reste? Je ne sais pas si on est habilité de parler entre nous, mais c'est quand même pas… Hein? Et il y a une deuxième question également qui est d'ordre aussi pécuniaire, c'est la durée de vie d'un morcellateur. C'est deux questions qui sont tombées qui sont envoyées par nos amis, donc je dois transmettre. Donc le meilleur générateur, Olivier, entre nous. Alors, j'ai essayé deux générateurs moi, qui m'ont paru vraiment très intéressants. Il y a un générateur de chez RB qui marche vraiment bien et en pratique, c'est celui dont je me sers le plus couramment depuis 2 ans et demi à peu près. Et récemment, là, j'ai essayé le tout dernier générateur de chez Stores et je ne pensais pas que ça pouvait autant finalement améliorer les gestes. On en a parlé tout à l'heure, c'est ce générateur, quand vous faites le courant, qui a tendance même à dissiser le tissu et vous êtes vraiment progressé en fait, dans la dissection des plans. Ouais. Alors, en faisant le bipolep, le taux de réintervention à 10 ans est effondré, comme pour ce qui est de l'adénomectomie. Donc, si on fait une bonne bipolep, le patient ne reviendra presque pas, ou alors s'il a une durée de vie, il reviendra au bout de 15 ans. Est-ce que donc ça diminue vraiment le taux de réintervention par rapport à la résection classique? Oui, je pense que c'est vraiment le but d'être anatomique. C'est vraiment de diminuer ce risque effectivement de récidive. Vous savez, on a parlé tout à l'heure de l'adénomectomie par voie haute. Loin de moi de décrire cette intervention. Hein. Je pense qu'elle reste parmi les meilleures en termes d'efficacité à long terme. Je crois que c'est indéniable. Et le but, c'est justement de s'en inspirer pour arriver à faire quelque chose d'équivalent sans incision et par voie endoscopique. Hein, ça, c'est effectivement ça l'idée. D'accord. Très bien. Bon, monsieur le Président, je crois qu'on va finir cet exposé. Ouais. Si Zakaria, tu as des questions ou quelque chose à ajouter? Non, j'ai des remerciements à faire à Olivier.